Retour au débat de France 24. On s'intéresse à la situation en Iran où depuis 5 jours, des manifestants font connaître leur mécontentement dans les rues. Des manifestations qui prennent un tour parfois violent. 21 personnes sont mortes dans des affrontements avec la police. On manifeste contre les difficultés économiques, contre le coût de la vie, contre aussi le pouvoir qu'incarne aujourd'hui le réformateur modéré Hassan Rouhani. On en parle avec, à mes côtés, Nahal Tajadot. Vous êtes écrivain franco-iranienne. Également à mes côtés, notre correspondante à Téhéran, Mariam Pirzadeh, auteur de Quand l'Iran s'éveille. C'est paru en octobre 2016 aux éditions La Martinière. Sébastien Regnault, vous êtes docteur en sciences sociales, auteur de La modernité iranienne. C'est paru chez l'Harmattan en octobre, il y a 3 mois de ça. Hein. Et puis Bernard Ourcade, géographe, directeur de recherche émérite au CNRS. C'est sans doute aussi l'un des éléments essentiels de cette crise qui se noue actuellement en Iran. Ces derniers mois, on a vu des attaques virulentes entre le président Rouhani et les responsables du pouvoir judiciaire contrôlé par les conservateurs. Le propre frère et conseiller spécial du président, Hossein Feridoun, arrêté pour délit financier. Une affaire politiquement motivée, Mariam Pirzadeh. Oui, effectivement, il y a aussi... C'est une question, hein. Est-ce qu'elle est politiquement motivée ou le témoignage que la corruption gagne aussi les plus hautes sphères du pouvoir? Bien sûr, mais c'est une question dont on a beaucoup parlé pendant la campagne électorale de mai dernier. Les débats entre les 6 candidats, donc Hassan Rouhani et Ebrahim Raïssi qui étaient les principaux candidats, donc Hassan Rouhani qui représentait le camp des modérés et Ebrahim Raïssi le camp des conservateurs, a été extrêmement houleux, avec des accusations de corruption qui allaient de part et d'autre. Et puis, effectivement, ces accusations aussi sur les gardiens de la Révolution. Je veux dire, Hassan Rouhani ne s'est jamais caché en disant qu'une partie de l'économie était aux mains d'une certaine frange de la population et que ça ne pouvait pas durer. Et donc, finalement, après sa réélection au mois de mai, le 19 mai, il a été obligé d'aplanir et d'apaiser les choses en disant qu'il fallait unir le peuple et que toutes les différences dans ces débats, évoquées dans ces débats, devaient disparaître. Donc on voit bien qu'il y a eu... Et finalement, c'est important aussi ça, lorsque Donald Trump a pointé du doigt les gardiens de la Révolution et qui voulait mettre des sanctions, là on a vu l'exécutif, donc le gouvernement de Rouhani, avec son ministre des Affaires étrangères Zarif, faire être vent debout pour défendre les gardiens de la Révolution. D'ailleurs, Mohammad Javad Zarif, il avait tweeté on est tous des gardiens de la Révolution. Et là, la population avait dit non, nous ne sommes pas tous des gardiens de la Révolution. Donc on voit bien qu'il y a un rapprochement entre l'exécutif et les gardiens. En tout cas, on ne sait si c'est un argument employé pour déstabiliser Rouhani. Toujours est-il que le président a fait de la lutte contre la corruption l'un des axes de son discours. Et il faut le dire, on va le voir. Pour Transparency International, en 2016, l'Iran est 131e sur 176 pays s'agissant de la perception de la corruption. C'est un véritable problème endémique, Nahal Tajadot, dans le pays? Oui, c'est-à-dire toujours, il suffit de monter dans les taxis collectifs pour entendre les gens qui parlent de la corruption. Et c'est tout le monde, dans les soirées, entre amis, dès qu'on veut parler de l'Iran, c'est le problème de la corruption qui sort. Donc c'est vraiment ça, et les gens n'en peuvent plus. On dit même, à un moment donné, on a dit que le chiffre ne rentre dans aucune calculatrice, qu'un tel a pris des milliards, alors en rial ça fait encore plus 6 et 9, 0, et ça c'est un problème qui est vraiment... Pour les gens, c'est insoutenable. Une corruption, Bernard Ourcade, qui s'est développée notamment dans le boom des organisations de prêt illégales qui sont développées notamment sous le prédécesseur de Hassan Rouhani, sous Mahmoud Ahmadinejad, entre 2005 et 2013. Tout à fait. Une situation révolutionnaire comme la guerre au début de l'Irak-Iran, la guerre apporte à ceux qui ne la font pas. La guerre avait fait déjà beaucoup de riches. Les fils à papa, encore des Arazadeh, qui sont enrichis. Ensuite, sanctions contre l'Iran. Et donc ça profite au marché noir, au système parallèle. On fait passer par Dubaï des produits et on prend 30% de marge. Et donc cette économie parallèle, faite par les gens les plus puissants, a un peu alimenté en même temps cette paranoïa de la corruption. Il y a une corruption importante en Iran et il y a un sentiment d'être broyé par cette corruption encore plus fort que la réalité peut-être. Mais parce que les gens se rendent compte qu'en travaillant, ils ne réussissent pas, et que d'autres réussissent sans travailler, ça ne va pas. Et comme on sait qu'il y a beaucoup d'argent en Iran, et il y a beaucoup d'argent en Iran, les gens disent c'est pas normal, avec l'argent que l'on a, le gaz, le pétrole que l'on a, notre niveau d'éducation, on peut avoir quelque chose. Or, ça ne se passe pas. Et donc, les structures bancaires en particulier, si vous voulez avoir de l'argent en Iran, avec des taux à 30 à 40%.
Ce qui fait que des gens avec des prêts que vous empruntez, vous donnez de l'argent, je le prête à quelqu'un d'autre, à des taux usuraires, et après je ne peux pas rembourser parce que les choses s'effondrent. Et donc beaucoup de gens modestes qui avaient mis leur argent dans les économies des espèces de banques privées, ça s'effondre. Pourquoi aujourd'hui le Rouhani veut mettre de l'ordre? Il dit qu'il faut des banques sérieuses, bien capitalisées, qui soient au niveau international propre du point de vue de la corruption, terrorisme, etc. Il faut que les banques iraniennes se mettent aux normes. Et pour cela, c'est un gros travail. Et donc les actionnaires de ces banques ne veulent pas changer, bien évidemment. D'où les blocages qu'il y a. Et je m'accuse chacun de corruption, le voisin. Donc il y a une sale ambiance de corruption qui est peut-être plus importante que la réalité, qui était là très forte, mais qui n'est peut-être pas aussi forte qu'on le dit. Mariam Pirzadeh, le gouvernement rouhani a cherché à faire le ménage dans le secteur de la finance. C'est ça qui a pu aussi provoquer cette réaction de certains qui ont vu leurs intérêts. Parce que, on le dit, on a constaté effectivement des mouvements, notamment à Machhad, où il y avait eu précisément certains des établissements qu'entendait fermer Hassan Rouhani, ou en tout cas assainir. Oui, c'est possible. Hassan Rouhani, il a un but, c'est que l'Iran soit épargné de toutes ces nouvelles sanctions. Il aimerait privatiser certains secteurs. Il a récupéré notamment le secteur du pétrole, qu'il a ramené sous le giron du ministère du pétrole, ce qui n'était pas le cas au moment des sanctions. Par exemple, lui, il aimerait que l'Iran rentre dans l'Organisation mondiale du commerce. Comme ça, il n'y aurait pas de nouvelles sanctions. Hassan Rouhani, effectivement, il s'est lancé dans une sorte d'assainissement du paysage financier, et ça ne plaît pas à tout le monde, car là, le principal blocage, on parle aussi de la pression des Américains, mais il y a aussi le fait que certaines banques sont un peu opaques. Il y a encore des banques qui sont sous sanctions, donc lui, il veut nettoyer ça, et il s'oppose effectivement à des intérêts. Et déjà, ils ont plafonné les salaires, notamment de ceux qui travaillaient dans les banques, parce que ça avait fait scandale à l'époque. Donc il y a des gens qui ont fait des études très importantes, qui sont ingénieurs, qui gagnaient beaucoup d'argent et qui maintenant sont plafonnés au même salaire. C'est-à-dire que le directeur d'une grande banque iranienne gagne pratiquement autant qu'un employé. Sébastien Regnault, ce mécanisme des sanctions, il a eu des effets pervers, il a contribué au développement en fait, d'une économie parallèle qui fait qu'aujourd'hui, il y a des bulles aussi en Iran qui risquent d'éclater. Alors, l'économie iranienne est un petit peu complexe parce qu'il y a des taux officiels, des taux parallèles pour l'échange notamment, pour récupérer des biens étrangers. Donc c'est vrai qu'il y avait toute une économie qui s'était organisée autour des sanctions, où tout passait par Dubaï en fait, et puis on a même accusé des banques françaises d'avoir contourné ces sanctions. Voilà, alors oui, les banques françaises ont eu des soucis à leur époque, mais je veux dire toute l'organisation économique de l'Iran est orienté, est contrôlé déjà par l'État. L'État représente 80% de l'économie iranienne. Il n'y a pas un secteur privé en Iran. L'Iran est l'un des derniers pays communistes au monde. C'est-à-dire qu'il y a... Par idéologie ou du fait de l'isolement sur la scène internationale ? Parce que ceux qui ont fait la révolution en 1979 étaient extrêmement... ils voulaient une nationalisation de tous les outils de production. Enfin, il y avait vraiment une idéologie, pas communiste, mais islamique, chiite, très centralisatrice, avec imprégnée de marxisme, de budget, de planification, etc., des budgets planifiés et tout. Donc ça, c'est une organisation. Et ce que Rouhani a essayé de faire, mais ce qu'il n'a pas encore complètement réussi à faire, c'est de privatiser. C'est-à-dire qu'il essaye de... Mais ça passe de main de sociétés d'État à des sociétés, ce qu'ils appellent semi-publiques. Alors le semi-public, c'est pas vraiment du privé non plus. C'est un petit mélange. C'est un mélange de... Ce qui fait que ça participe à l'opacité finalement du fonctionnement de l'économie de la société iranienne. Il y a des intérêts aujourd'hui qui peuvent s'estimer menacés justement par l'action qu'entend mener, ou en tout cas qu'affiche Hassan Rouhani. Je pense que, déjà, il faudra voir si le bazar rentre dans ce mouvement de protestation, qui est quand même le cœur, le poumon économique du pays, parce que c'est vraiment par le bazar que la révolution a eu lieu en 79. Et aujourd'hui, on pourrait voir si... Mais je pense que c'est vraiment des vents contraires. Ils se tiennent tous plus ou moins, j'ai l'impression. On ne sait pas trop à qui appartient toutes ces sociétés. Je veux dire, entre le privé, le public et le semi-public, des imbrications. Voilà, il y a des imbrications, des participations croisées qui font que tout le monde est un petit peu... Tout le monde se tient, Bernard Ocade. Personne n'a intérêt à faire sauter la marmite ? Non, des gens ont intérêt à ce que ça évolue. Et je crois que ce qui est intéressant dans cette crise aujourd'hui, c'est une espèce de crise de maturité de la République iranienne. Les Iraniens sont devenus républicains. Et quand un vote ne va pas, ils protestent. Ils veulent un vrai vote.
Et aujourd'hui, la manifestation, dire ce que je pense, je paye des impôts et j'ai le droit, c'est mon pays, et donc j'ai le droit de protester. Et dans les Iraniens, aujourd'hui, la crise de la société iranienne fait que tout le monde, même les gens qui n'étaient pas politisés, manifestent. Et c'est un signe de maturité qui, pour l'avenir de l'Iran, même économique, on voit que les Iraniens ne sont pas des moutons, sont des gens sérieux qui prennent en main leur destinée. Et donc sur le plan économique, l'opacité qui est là, les Iraniens ne la veulent pas. Et ils rêvent tous d'un gouvernement clair, net et juste. Éventuellement même dictatorial. Il y avait des slogans sur le retour de Reza Shah islamique. Reza Shah, c'est le fondateur de l'Iran moderne en 1930, mais qui soit évidemment respectueux de l'islam. Ce genre de slogan a été donné. Vous êtes sceptique, hein? C'est un slogan, disons. Ils aiment bien avoir un système qui marche. Je vois beaucoup sur les réseaux sociaux et je pense que vous partagez un peu mon opinion. Quand on connaît l'Iran, moi j'y vis depuis 3 ans, je trouve qu'il y a, je vois des choses, je trouve qu'il y a... Il n'y a pas de nostalgie de l'époque du Shah. Non, d'accord. Non, mais la diaspora qui ne peut plus notamment repartir en Iran, revenir en Iran, elle a envie de voir ce gouvernement changer, ce pays changer. Oui. Et finalement, on met un peu la charrue avant les bœufs. Voilà, il y a une révolution. On voit comme en 1979 avec énormément de fausses vidéos, des slogans. Le slogan du Shah dont vous parlez, on l'a peut-être entendu une fois, mais finalement, on n'a retenu que ça. Non, il n'y a pas de nostalgie. Je pense qu'effectivement, il y a cet attachement à la République. Je pense que là, encore une fois, les Iraniens, ils contestent tout. Je veux dire, ils ne demandent pas le retour à une monarchie. Tout à fait d'accord avec vous. Voilà. Tout à fait d'accord avec vous. Hein. Je veux dire par là. Il y a eu aussi sur les chaînes de la diaspora, notamment la télévision Manoto, un documentaire sur Reza Shah. Alors, il faut dire que ces jeunes qu'on voit dans la rue, ils ont 20 ans, c'est-à-dire le souvenir du régime de Mohammad Reza Shah, la dynastie Pahlavi, remonte à il y a 40 ans, et même c'est peut-être leurs grands-parents qui vivaient à ce moment-là. Mais dans ce documentaire, je sais que ça a eu un impact auprès des Iraniens parce qu'ils ont vu que Reza Shah, les infrastructures, les hôpitaux, les universités, les routes, voilà. Donc ça a un impact encore aujourd'hui et ça parle aux gens. Tout à fait, mais je suis bien d'accord avec vous sur le fait qu'il ne faut pas parler de Darius et de retour en arrière, ça n'existe pas. Les Iraniens d'aujourd'hui sont des Iraniens qui ont fait la révolution de 79 sur indépendance, liberté, république islamique. Il y a 4 mots. Islam, c'est important, mais il y a aussi indépendance, liberté, république. Et les Iraniens, ils disent chiche, on y va. C'est ça qui est intéressant. Ils disent, Monsieur Rouhani, s'il vous plaît, allez-y, prenez le pouvoir. Sur les 4 années de présidence Rouhani, le budget militaire de l'Iran a augmenté de 70%. C'est ça aussi le bilan d'Hassan Rouhani au détriment des dépenses sociales. C'est comme ça que c'est perçu par les Iraniens ou pas du tout? Le budget iranien de la défense est un des plus faibles du Moyen-Orient. Donc d'augmenter le budget de la défense en Iran n'est pas criminel en soi. Le problème, c'est que ce budget a servi à la guerre de Syrie, a alimenté l'aide au Hezbollah, et on ne sait pas trop où passe cet argent-là. C'est un deuxième problème. Mais en soi, le budget militaire iranien est un des plus faibles de la région. Si je peux parler quelque chose, si on peut regarder une carte de l'Iran, regardez où est l'Iran. À gauche, il y a l'Irak. On a 900 km de la Syrie. On n'est pas très loin de l'Afghanistan. Je veux dire, on est au milieu du chaos. C'est normal que l'Iran se projette dans sa région. Non, mais en fait, si vous voulez, voilà, regardez la carte. Il y a l'Irak, il y a la Turquie, il y a l'Afghanistan, le Pakistan et il y a l'Iran. Et finalement, c'est ce qu'on voit que les petits cœurs d'explosion, c'est pas la guerre. Ce sont des manifestations. C'est comme on parle de mouvements. Et finalement, l'Iran est un des pays les plus stables du Moyen-Orient. Cette stabilité, elle a un peu volé en éclats dans l'imaginaire des Iraniens en juin, lorsqu'il y a eu les premiers attentats commis sur le sol par l'organisation de l'État islamique. Et justement, quand Hassan Rouhani a été élu, il y a beaucoup de jeunes qui m'ont dit bon, on a des restrictions, forcément, on n'a pas toute la liberté qu'on voudrait, mais on a la sécurité et c'est pas comme à Paris ou à Londres, on peut aller dans un centre commercial ou prendre le métro sans avoir peur. Et c'est vrai, c'est ce que beaucoup d'Iraniens ont dit. Et finalement, en juin, il y a eu ces attentats, il y a eu au moins 17 morts. Et là, toutes ces certitudes sécuritaires, elles ont un petit peu volé en éclats dans la tête des Iraniens. Il faut aussi se rappeler que dans la région, l'Iran, c'est le seul pays qui a la continuité territoriale depuis 2500 ans. C'est-à-dire, c'est une nation qui existe, c'est pas l'Irak, c'est pas la Syrie. Et surtout, au moment de la guerre, c'est le souvenir traumatisant de la guerre Iran-Irak. À ce moment-là, l'Iran était seul. Et il n'y avait pas d'aviation, surtout côté iranien, alors que les Iraniens avaient la possibilité d'aller bombarder. L'Iran était seul. Et il y a eu ces 8 ans de guerre. Et là, c'est resté dans le pas d'aviation, pas de missiles plutôt, pas de missiles, puisque c'était les missiles, bien sûr. Sauf la Syrie, qui les a toujours soutenus.
C'est pour ça qu'il renvoie l'ascenseur. Voilà. Selon les images vidéo diffusées par le média réformateur Nazar, alors moi je ne sais pas quoi en penser, vous allez me le dire, mais les slogans qu'on a pu entendre, ce sont les slogans « Pas Gaza, pas le Liban, ma vie en Iran ». Est-ce que ça veut dire que contrairement à ce que nous on a pu voir, notamment ici côté occidental, avec un Iran qu'on décrit en pleine expansion régionale, eh bien on s'est trompé sur les aspirations profondes des Iraniens? Est-ce que ça correspondait à ce que souhaitaient les Iraniens, cette multiplication des fronts, la présence derrière le Hezbollah, dans la guerre en Syrie, la présence bien sûr au Liban, l'aide aussi aux Houthis au Yémen? Attendez, il faut mesurer les choses. Quand l'Iran rentre dans le conflit régional, quand l'Iran sort un peu de son bunker, c'est l'Arabie saoudite qui contrôle l'ensemble de la région. Après les printemps arabes notamment, coup d'État en Égypte, etc. Et l'Iran qui rentre dans le monde se rend compte que notamment les djihadistes sont en train de prendre le pouvoir à Bagdad et à Damas. Et donc les Iraniens sont d'accord pour les combattre les djihadistes avec les moyens qu'il faut, y compris l'aide du Hezbollah s'il le faut, pour défendre la sécurité nationale. Donc il y a une unité de la population sur cette question. Mais ensuite, il ne faut pas non plus aller trop loin là-dessus. Et donc maintenant que la guerre à Daesh est terminée et victorieusement, ils disent, bon c'est terminé maintenant, on revient sur nos territoires. Et donc il y a une ambiguïté à mon avis de ce point de vue-là. Et apportant vis-à-vis de l'Arabie saoudite bien sûr une hostilité très franche. On va peut-être écouter ce qu'a dit, puisqu'il est sorti de son silence aujourd'hui, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei. Et puis je vous proposerai également ensuite de découvrir ce que vient de dire le président Hassan Rouhani. On écoute d'abord l'ayatollah Khamenei, c'est aujourd'hui. L'ennemi cherche à tout prix une occasion, une brèche dans laquelle s'engouffrer pour nous déstabiliser. Regardez ce qu'il se passe depuis plusieurs jours. Tous ceux qui s'opposent à la République islamique, ceux qui ont de l'argent ou du pouvoir, ceux qui ont des armes, qui nous espionnent, ils travaillent main dans la main pour semer le chaos en République islamique d'Iran. Voilà, et puis à l'instant, Hassan Rouhani, le président, demande à Emmanuel Macron, je cite, d'agir contre les terroristes basés en France. Nahal Tajadod, ça fait bien sûr allusion sans doute à des individus ou des personnalités différentes. On reconnaît sans doute l'Arabie Saoudite derrière ce que décrivait Khamenei, peut-être les Moudjahidines du peuple ou d'autres derrière les incriminations faites par Rouhani concernant la France. Mais concrètement, les ennemis, ils sont à l'étranger, c'est la perception qu'on en a côté iranien. On n'imagine pas du côté des manifestants, bien sûr. Pas du côté des manifestants, bien sûr. Et je crois que ce mouvement, il n'est lié à aucune force étrangère. Même les tweets de Trump sont tellement mal vus à l'intérieur de l'Iran, c'est-à-dire celui qui trouvait que les Iraniens étaient terroristes. Tout d'un coup, il parle dans ses tweets du grand peuple iranien. Alors, on va découvrir d'ailleurs le tweet l'un des fameux tweets, parce qu'il y en a plusieurs de Donald exactement. Trump. Et il n'a rien à dire. Il se trompe d'adversaire. Il ne comprend pas fondamentalement le mouvement. Lui, il ne comprend pas l'Iran tout d'abord, et les Iraniens ne veulent d'aucune ingérence étrangère. Ça, c'est sûr. Et pas Trump, pas l'Arabie Saoudite. Ce type de tweet, il contribue à discréditer les protestataires, paradoxalement, vous pensez ? Bien sûr, c'est dommage que ça existe, mais les contestataires, eux, ils sont vraiment pas dans cette lignée, ni des messages des Moudjahidines qui prétendent que c'est leur mouvement, pas du tout. C'est un mouvement des gens de la rue à cause de la vie chère, à cause des œufs, on a parlé, et ça prend une ampleur de plus en plus grande, mais c'est lié pas à l'étranger. L'Arabie Saoudite, est-ce qu'elle joue un rôle ? Non. Oui. Dans les manifestations. Non. C'est impossible à dire. Enfin, voilà. Ils auraient aimé des agitateurs extérieurs. Il y a des menaces. Il y a eu des menaces. Il y a 2 mois. Ou financés par l'étranger. Parce qu'on sait que l'Arabie Saoudite a des moyens. Très importante, c'est il y a un consensus pour dire tous autour de cette table que c'est un mouvement qui vient de l'Iran. Qui est spontané. Qui vient d'Iran pour des raisons internes. Ça ne veut pas dire qu'il y a des facteurs extérieurs, les sanctions que Trump maintient, puisqu'il empêche concrètement les entreprises étrangères d'investir en Iran, donc ça pose des problèmes. La guerre du Liban, tout ça, tout compte évidemment. Mais c'est un phénomène autonome. Et les Iraniens n'envisagent pas changement de régime. Depuis 48 heures, tout le monde pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y a une révolution, que le guide va tomber, une république laïque va arriver en Iran? De quoi on parle? C'est un fantasme occidental. Et le changement de régime en Iran, c'est un discours américain ou français, en certaines formes de gens. C'est pas du tout à l'ordre du jour. Sans aller jusqu'au changement de régime, Sébastien Regnault, est-ce que
les Iraniens sont satisfaits de voir les sommes qui sont consacrées à aider le Hezbollah, à s'investir dans la région? Est-ce que ça, c'est quelque chose qui encore une fois, qui rencontre... Il y a deux choses. Je crois que ce qui relève de l'influence régionale de l'Iran, bon, les Iraniens, ils ont plutôt tendance à considérer que c'est plutôt bien que l'Iran ait une influence dans la région, notamment pour protéger leurs cousins chiites, qui soient en Syrie, en Irak ou au Yémen. Mais je ne vois pas vraiment d'opposition à l'intérieur de l'Iran sur la politique étrangère de l'Iran. C'est-à-dire que c'est un peu comme en France, si vous voulez, il y a une espèce de consensus droite-gauche sur la politique étrangère de la France. Bon, il y a des petites nuances, des petits détails, etc. Mais les Iraniens ont toujours tendance à considérer que oui, l'influence régionale de l'Iran est normale. Enfin, à l'époque du Shah, on parlait du gendarme du Moyen-Orient, c'était l'Iran. Bon, il n'a jamais cessé d'être le gendarme du Moyen-Orient, sauf qu'il a changé, il est maintenant indépendant et maintenant complètement indépendant, oui, des Américains et les dépenses militaires, la politique étrangère, c'est un non-sujet, Mariam Pierzadeh, pour les Iraniens. En tout cas, aujourd'hui, ce sont les revendications sociales uniquement qui expliquent ce mouvement. Les jeunes, ils n'en parlent pas vraiment. Non. En fait, ce qui est le plus important pour les Iraniens, c'est ce qu'il y a dans leur porte-monnaie. Et c'est le prix d'achat de leurs denrées. Mais effectivement, ce qui est assez surprenant, c'est qu'au mois de décembre, lorsqu'il y avait les manifestations pour Jérusalem, il y avait finalement assez peu de monde. C'est aussi un indicateur. Je pense que là, les Iraniens, ils se focalisent plutôt sur eux et sur leur quotidien. Un dernier mot peut-être. Pour l'instant, les Pasdaran tenus à l'écart. Les gardiens de la Révolution ne sont pas intervenus face à ce mouvement, ni d'ailleurs la milice paramilitaire, les Bassidji, semble-t-il. Pour combien de temps ? On va voir, ils se disent prêts. En tout cas, ils ont annoncé à Hassan Rouhani que dès que le signal était donné, ils allaient rétablir la sécurité. Donc là, Hassan Rouhani, pour le moment, il a juste déployé énormément de police anti-émeute dans les rues de Téhéran, en tout cas, et dans les rues des autres villes iraniennes. Donc il faut voir, encore une fois, on ne sait pas ce que va devenir ce mouvement, on ne sait pas s'il va prendre de l'ampleur. Il faut vraiment attendre, il faut être très, très précautionneux. On a vu même l'image d'un des... Alors, Bassidji, qui était du côté de la population. Qui était du côté qui disait « on est là pour vous défendre ». Les gardiens de la Révolution, c'est leur métier de défendre la Révolution. Ils font le travail, ils disent « je suis prêt ». Mais les gardiens de la Révolution sont les anciens combattants. C'est des millions de gens qui ont été anciens combattants et qui dirigent le pays aujourd'hui, qui sont de petits Bassidji ou qui sont en haut. Et donc ces gens-là, ils sont très divers, et ils sont manifestants. Et le problème, c'est que les gardiens de la Révolution pure et dure qui veulent rétablir l'ordre, en face d'eux, ils ont leurs enfants, leurs neveux, qui sont du même milieu social et défendent la République islamique, chacun à leur façon. Donc il n'est pas du tout évident qu'il y ait une répression massive en Iran. Merci beaucoup à la fois à Bernard Hourcade, à Nahal Tajadod, à Sébastien Regnault et Myriam Pierzadeh qui ont accepté de venir débattre sur la situation en Iran. L'actualité, elle continue bien sûr sur France 24, tout de suite avec un œil sur les médias. Rectifier une erreur de ma part, c'est bien Mariam Pierzadeh, pardonnez-moi Mariam, sur l'accentuation de votre prénom. Avec à mes côtés, pour un œil sur les médias, l'actualité vue du net, comme chaque jour, c'est avec Karim Yayaoui. Bonjour Karim. Bonjour à tous. Et bien sûr, on parle de l'Iran, où la presse réformatrice appelle désormais à l'apaisement. Alors c'est vrai que c'est toujours intéressant de regarder le point de vue de la presse réformatrice et de la presse conservatrice en Iran, tant les points de vue sont à l'antipode l'un de l'autre. On commence avec ce journal Arman qui se fait l'écho des déclarations de Hassan Rouhani. Les manifestations sont une occasion, pas une menace. C'est ce qu'on peut lire dans beaucoup de quotidiens réformateurs ces dernières heures. On en parle aussi sur cet autre journal, plutôt site internet qu'on découvre ensemble, Etemad, qui se fait, lui, l'écho des inquiétudes d'un certain nombre d'analystes, de journalistes, de citoyens issus de la classe moyenne qui s'inquiètent un petit peu face à ce mouvement. Un certain nombre d'entre eux avaient manifesté en 2009 contre l'ancien président iranien. Ils ont un petit peu peur parce qu'ils ont le sentiment que cette vague de contestation n'a pas vraiment de leadership et que le message n'est pas forcément très clair, et c'est ce qui alimente leur inquiétude. Autre site internet qu'on découvre ensemble, toujours sur la toile, Etemad, qui se fait l'écho cette fois-ci d'un certain nombre d'articles, avec celui de Samina Rastegar, qui pointe du doigt en quelque sorte la responsabilité
responsabilité des politiques qui ont rivalisé pour finalement priver le peuple de tout espoir, et un peuple sans espoir est prêt à tout. Un article qui sonne un petit peu comme un cri, une alerte lancée aux politiques. Alors évidemment, vous en doutez, du côté de la presse conservatrice, c'est un tout autre son de cloche. On découvre cet article à la une de Javan avec les visages d'un certain nombre d'hommes politiques américains, notamment le président américain. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de doute, tout ça est lié à des manœuvres de l'étranger. C'est le point de vue développé ici sur ce site internet, où on peut lire que l'espoir des autorités américaines et saoudiennes d'affaiblir l'Iran est totalement irréaliste. Toujours sur la toile, un autre article, cette fois-ci à lire sur le site Ressalat, qui lance en quelque sorte un message adressé à ceux qui voudraient manifester dans les jours à venir. Le peuple répondra aux hostilités des États-Unis et à celles des émeutiers. Clairement, le message est lancé à l'adresse de ceux qui voudraient manifester dans les prochains jours. Et oui, le régime qui tente aussi de museler le principal réseau social en Iran, Telegram. C'est vrai, on évoque ce site internet, ou plutôt